c'est à cause de Lolo Cochet que je suis partie faire le Cap Nord. C'était pas du tout prévu. À cause d'une de ses vidéos dans laquelle il dit « Le Cap Nord, c'est pas une destination de fillettes ». Et en fait, j'étais en train de doubler et là, d'un seul coup, tout s'éteint au compteur. La meilleure moto, c'est celle qui dort dans le garage. En fait, t'aurais dû me mettre de la bière finalement, ça désinhibe. Moi, j'ai fait des road trips par exemple avec une Diavel Carbone. Donc on va aider les apprentis voyageurs. Prenez des notes, s'il vous plaît. C'est déjà à l'époque, quand j'étais toute petite, je mesurais les hauteurs de selle. Ah mince. Ouais, je crois que tu vas être déçu. Ah, bon. Parce que là, je crois que tu t'attends à quelque chose. Et puis, depuis, j'ai toujours eu une moto, ou deux, ou trois parfois. Parti avec ma Multistrada 1260 et comme quoi, du Kelty, ça tombe même plus en panne. Tu peux être agressé en tant que nana qui voyage seule. Bon ben vas-y. Allez. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview autour du tonneau. Aujourd'hui, je suis avec Steph, on va parler énormément de road trip et pas mal de questions un petit peu sur l'organisation, comment elle fait ses road trips. Ça va être un peu tuto FAQ et on va essayer de récupérer quelques anecdotes aussi parce que je pense qu'il doit y en avoir. Sûrement. Du coup, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Eh ben salut, je m'appelle Steph. Alias motard en road trip sur YouTube et un peu sur les réseaux sociaux. Je dis mon âge ou c'est en même temps? On n'a pas le droit de le demander aux dames, mais si les dames veulent le dire. On va calculer comme ça, on va dire que j'ai passé mon permis moto à 20 ans et que c'était il y a 27 ans, donc pour les matheux, ils calculeront. Pas issu du tout d'une famille de motards. Okay. Mon premier souvenir en fait à moto, c'est un ami de mes parents qui m'a emmené faire le tour du pâté de maison. Donc il m'a posé sur le réservoir. Ouais, quel âge? J'avais, je pense, 6 ans à peu près. Ouais, je pense que j'avais 6 ans. Et puis, je pense la première sensation, en fait, d'avoir l'impression de conduire et le sentiment de liberté, d'indépendance. Et ça m'a beaucoup plu, en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, c'est toujours resté en fait, dans un coin de ma tête. Et les petites anecdotes sympas, par exemple, parce que je suis pas très grande, je mesure 1,58 m. Ouais. C'est déjà à l'époque, quand j'étais toute petite, je mesurais les hauteurs de selle. C'est pas vrai. Avec le mètre ruban de ma maman. Pour savoir si ça pourrait... Pour savoir si ça pourrait matcher, si je pourrais poser les pieds par terre. Ah, excellent. Des trucs un peu... C'est marrant, quoi. Bon, dans ma famille, en fait, quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu mon cousin Christophe, en fait, qui est décédé d'un accident de moto. Aïe. Donc, le sujet est devenu un peu tabou. Le sujet de la moto est devenu un peu tabou. Et quand j'avais, on va dire, 15, 16, 17 ans et que j'avais envie d'avoir ma première moto. C'était le sujet, non, t'auras pas de moto, t'auras pas de mobilette, donc c'était bien clair pour moi. Par contre, déjà à l'époque, j'avais un grand souci d'indépendance, parce que quand tu vis à la campagne, moi je suis plutôt d'origine, on va dire région grenobloise, mais plutôt la campagne, t'as vite besoin d'avoir un véhicule pour te déplacer, pour sortir, pour aller faire les fêtes chez les copains et tout ça. En fait, t'aurais dû me mettre de la bière finalement, ça désinhibe, parce que c'est pas évident de parler en public. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait conduite accompagnée avec mes parents. À 18 ans et 4 jours passés, j'avais mon permis de conduire voiture. Tu leur tapais la voiture? J'ai retapé la voiture en plus, parce que c'était une épave. Donc, ah oui, d'accord. Ouais, on l'avait payé 50 € à l'époque, et mon oncle étant mécanicien à l'époque. En fait, j'ai été élevée à moitié dans une station-service avec mon oncle et ma tante. Excellent. Donc à servir les gens à la pompe. Et avoir des pourboires à l'époque. Donner des pourboires je me rappelle, j'ai fait ça. T'as fait ça aussi? Ouais, mais ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Non, il n'y a plus personne qui sert, donc tu fais ça toi-même. Mais le plus gros pourboire à l'époque, c'était 10 francs. Ouais, mais c'était fou, t'avais ta jolie pièce là. T'étais fou de joie comme ça, tu dis trop bien et tout. Moi, je le passais dans la machine qui distribuait avec le. Tu sais, parce que j'avais une mobilette et tu réglais le pourcentage d'huile que tu voulais. Et du coup, je refaisais le plein en partant avec ça. Allez hop, c'est de ça de gagner, quoi. Ouais. Quand j'ai eu 20 ans, en fait, j'ai eu envie de passer mon permis et j'ai profité des 2 mois de vacances de fac au mois d'août pour passer mon permis de moto. En raccourci, quoi. Déjà à l'époque, quoi. Déjà, ouais, j'ai passé les trucs. J'aime bien passer assez rapidement tous ces trucs-là. Et puis, depuis, j'ai toujours eu une moto, ou 2, ou 3, parfois. J'ai eu jusqu'à 3 motos dans le garage. Garage extensible. Ouais, t'essayes de trouver des endroits pour les ranger. Après, j'ai un peu voyagé quand j'étais plus jeune. J'ai passé 3 ans en Espagne. J'ai passé 1 an à Toronto, au Canada. Oh, bien, ok. Ouais, j'avais un peu la bougeotte. Et puis, après, je fais quelques road trips avec les amis, tout ça. Et puis, dernièrement, je suis un peu plus connue pour avoir fait le Cap Nord. Ok. Voilà, 10 000 km en 3 semaines. En 3 semaines, ça marche. Et puis, j'ai enchaîné là, avec le Monténégro. Et puis, des road trips en Suisse, principalement en Italie, en Espagne. Un petit peu dans toute l'Europe, on va dire. Ouais. Et puis, dans le cadre de mon job, en fait, je me déplace beaucoup aussi en Afrique. Voilà, j'ai 17 pays dont je m'occupe. En fait, j'exporte, sans dire vraiment le secteur d'activité, j'exporte des produits en Afrique. D'accord. Et donc, je suis en relation à la fois avec les importateurs et
force de vent, ce qui fait que je me dépasse régulièrement au Mali, au Congo, en Mauritanie, Sénégal, Madagascar. Donc tu as l'habitude de barouder, quoi. Voilà. Et tu as un passeport bien rempli de... Oui. De tampons. Exactement, ouais, de visa. Ça, c'est celui quand il est périmé, on l'a perdu. Et après, là, on va parler plus précisément à moto. T'en as déjà pas mal, ouais, parce qu'effectivement, rien que le Cap Nord, c'est... Et puis, dans la vie de quelqu'un qui travaille, moi, j'aimerais bien faire le Cap Nord. Et pour le moment, tu vois, avec la famille et le boulot, je me dis comment je le rentre. Même 3 semaines, ça doit être assez speed. Ouais, t'as le temps de faire les choses, mais en même temps, tu traînes pas. Ouais. À la base, en fait, moi, j'avais prévu 4 semaines. Okay. En me disant, tu prévois l'imprévu, quoi. Oui. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu dois laisser la moto une semaine parce que t'attends une pièce, parce que tu as fait un accident, ou parce que ceci ou parce que cela. Je m'étais dit 4 semaines, ça laisse une semaine en gros pour l'imprévu. Et puis finalement, j'ai eu aucune panne. Je suis partie avec ma Multistrada 1260 et comme quoi Ducati, ça tombe même plus en panne. Écoute, ils font 60 000 bornes aujourd'hui sans panne, t'as vu donc, apparemment. Une super bécane au passage. Je pense que j'aurais eu une autre bécane, peut-être que ça n'aurait pas été aussi facile. D'accord. Mais en fait, ce Cap Nord, c'était vraiment juste de la plénitude, c'était être heureux, c'était avoir l'aventure. En plus, j'ai eu beaucoup de soleil, il faut dire la vérité. Ah, bien. J'ai eu très très peu de pluie. Et les paysages sont tellement magnifiques que vraiment, si tu veux y aller... Ouais, c'est quelque chose que j'ai sur ma liste. Après, il faut voir avec la famille comment organiser. Mais 3 semaines, c'est jouable, honnêtement. Et après, peut-être que si je pouvais te recommander... ça serait davantage, peut-être, aujourd'hui, si je devais le refaire, ce serait davantage passer par la Suède. C'est-à-dire que tu montes vite, en gros, tu montes vraiment vite, parce que la partie Suède, en fait, moi, je pensais que j'allais être proche de l'eau, proche de la mer de Bosnie. Tu la vois jamais. Et en fait, tu la vois jamais parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts d'arbres, qui font que tu sais que la mer de Bosnie est tu la vois derrière, que sur ton GPS, en fait. Ouais, exactement. Okay. Donc, pour la voir, en fait, il faut à chaque fois que tu te détournes, que tu fasses quelques kilomètres pour rentrer et puis ressortir par le même chemin. Tu peux pas longer, en fait, c'est ça qui est un peu embêtant. Par contre, les rennes, voir les rennes... échanger un peu avec la population locale. Et puis, c'est la toundra. Enfin, il y a des moments où tu as l'impression que tu es en Russie. Il y a des moments où tu as l'impression d'être sur la côte d'Azur. Tu as les pins. Oui, même là-haut. Ah ouais, d'accord. En fait, tu as vraiment plein de paysages. Donc, je le recommande. D'accord. Ouais, non, mais c'est pas un mythe pour rien. Par contre, il y a des gens qui m'ont dit... Alors, j'ai eu deux échos sur des personnes que j'ai déjà interviewées. Et un qui m'a dit quand il est arrivé, le voyage était formidable, les paysages aussi, mais là-bas, une fois sur place, c'est le soufflet qui retombe, parce que très touristique et tout ça. Et d'autres qui m'ont dit, certes, mais en fait, t'as cette impression apparemment de voir tout autour de toi, comme t'es apparemment au bord, moi je connais pas. Et donc, les autres étaient enchantés. Alors, tu vois, je sais pas... Je pense qu'il y a 2 sons de cloche, parce qu'en fait, c'est mythique. Donc, étant mythique, en fait, je pense que tu dois te dire, et moi c'était mon cas aussi, j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que, en fait, tu penses que tu vas, je sais pas, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel en fait. Okay. Et c'est vrai que le site est plutôt touristique. Alors, par exemple, il y en a qui aiment bien faire la petite photo devant le globe, mais il faut savoir que c'est interdit, normalement. Ah bon ? Ouais, alors si tu veux y aller, tu peux y aller, mais il faut y aller en dehors des heures d'ouverture, parce qu'il y a quand même un garde qui est à la barrière et qui te fait payer les entrées pour y rentrer. Mais si tu y vas, alors je sais plus les heures, mais je crois que c'est entre minuit et... je crois 4 heures du matin. Il n'y a pas de garde. Du coup, tu peux passer ta moto entre les cailloux, parce qu'il y a des espèces de rochers. Tu peux passer au milieu. Une voiture ne peut pas passer, mais une moto peut passer. Puis tu fais ta petite photo devant le globe. Et là, il y a beaucoup moins de gens, forcément, puisqu'il n'y a que les motards qui y vont, quoi. Ok, je retiens. Voilà. Mais en soi, c'est vrai que c'est très touristique parce qu'en fait, tu as une espèce de centre. À l'intérieur, tu as une salle de cinéma qui te projette un film sur le Cap Nord, sur un petit peu la faune et la flore. Bon, ça casse pas des briques. Voilà. Tu as un bar, tu as une espèce de restaurant, donc voilà, très touristique. Et ça, c'est à l'intérieur du rocher, en fait. Okay. Et en extérieur, mis à part le globe et quelques pierres qui sont posées là, les menhirs, y a une femme aussi qui est sculptée sur une grosse pierre. Et mis à part le panorama, c'est vrai qu'il est magnifique. Et puis le fait que tu te dises, si je me situe sur une carte, je suis vraiment au bout du nord de l'Europe, quoi. Je suis le point le plus au nord. Mais oui, je peux comprendre qu'il y a une certaine déception. D'accord. Et puis il y a aussi peut-être le fait de se dire, je vais partir. Et du coup, la destination, elle est faite. Le point est atteint. Le retour, oui, c'est... Et le retour, t'es un peu stone parce que c'est fini, quoi. Ça sent la fin du road trip. Ouais, je vois. C'est toujours comme ça, les retours. Ça sent le dimanche soir. Oui, c'est ça. T'es un peu stone. Bon, allez, lundi, on va travailler. C'est ça. Par contre, cette aventure, elle est vraiment géniale parce que quand tu rentres, comme tu dis, et que tu te retrouves après
à ton boulot. En fait, tu as vécu tellement une aventure que finalement, c'est vrai, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont la vivre. Le quotidien te paraît vraiment monotone et triste. Et bon, après, il faut bien gagner sa vie. Oui, bah ça, on n'a pas le choix. Ouais. Donc on va aider les apprentis voyageurs. Prenez des notes, s'il vous plaît. On passe aux questions. On passe aux questions. Alors, typiquement sur ce genre de voyage que tu as fait, qui est quand même assez grand, mais qui peut être fait par quelqu'un qui bosse, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des motards ou des motardes qui n'osent pas se lancer et qui rêveraient de faire ce genre de road trip, par exemple? Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter de se poser des questions et qu'il faut passer à l'action. J'ai l'impression que beaucoup de gens disent ça sur cette chaise. Et parce que c'est vrai, parce qu'en fait, moi aussi, je me suis posé dans ma vie ce genre de questions. Pour la petite histoire, par exemple, le Cap Nord, c'est à cause de Lolo Cochet que je suis partie faire le Cap Nord. C'était pas du tout prévu, à cause d'une de ses vidéos dans laquelle il dit « Le Cap Nord, c'est pas une destination de fillettes. » Bravo. Voilà, et du coup, ça a touché mon ego. Okay. Et je me suis dit, mais comment ça, il y aurait des destinations qui seraient pas faisables pour les nanas? Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu. J'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça, le Cap Nord? Tu commences à regarder, tu dis, bon, les distances, voilà, donc c'est d'où l'aide pour les apprentis novices. Ouais. La première chose à faire, en fait, tu prends un papier, un crayon. Ouais. En haut, tu mets ta destination de rêve. Moi, je me fixe pas de limite. En fait, j'ai l'impression que plus tu vois grand et mieux c'est. Tu fais une colonne, ce dont j'ai besoin. Une deuxième colonne, combien ça coûte, donc l'argent, et puis où le temps que ça va te prendre pour aller jusqu'au bout de la destination. Donc tu vois, là j'ai noté d'abord de quoi tu as besoin. Tu as besoin d'une moto, donc soit tu prends la tienne, celle qui est dans le garage, tu lui fais faire une petite vidange et puis ça peut le faire. Soit si tu penses, moi c'était mon cas, c'est pour ça que j'ai choisi la Multistrada. J'avais ma 1250, une Suzuki GSX-FA, donc on va dire la bandit carénée, qui aurait très bien pu faire l'affaire, avec laquelle j'ai fait plein de road trips. L'inconvénient, c'est qu'il fallait faire une vidange tous les 6000 km et qu'en plein mois d'août, je ne me voyais pas faire une vidange ou aller dans un garage, changer l'huile, etc. Ça m'embêtait. Je me dis, je ne vais pas paralyser la moto et gâcher un jour de vacances pour faire juste l'entretien. Ouais, je vois. Et puis, en termes de conduite, la Multistrada, voilà, c'est quand même une moto top. Donc, choisir ta moto. Voilà, si besoin, la changer. La deuxième chose, calculer les distances. Là, tu as Google Maps qui est ton meilleur ami. C'est ça. Tu regardes, tu dis je veux aller au Cap Nord, il y a combien de kilomètres? Il y a 4000 km, ok. Et ensuite, tu découpes les distances. Moi, la référence que je trouve pas mal, c'est de me dire que par jour, je suis capable d'encaisser 800 km sur autoroute. C'est jouable. Ouais, ça fait des belles journées, mais c'est jouable pour aller pour tracer, pour s'approcher. Pour aller, on va dire, te rapprocher du point le plus proche. Ensuite, sur route nationale, tu peux faire entre 250 et 350 km par jour. Et puis, sur route départementale, entre 150 et 250 km, ce qui est un maximum. Après, ça dépend des routes, ça dépend des cols, ça dépend... Mais ça, c'est des quotas qui te laissent quand même le temps de vivre, quoi. C'est pas des quotas... Histoire que tu fonces pas tout le temps. Parce que moi, le voyage où t'es stressé par la montre parce que t'as perdu une heure, parce que moi, je suis pas du matin, par exemple. D'accord. Donc le matin, doucement, quoi, je me prends pas la tête, je me lève tranquillement. Et il faut pas se prendre la tête dans la vie, c'est aussi les vacances, on est là pour... clairement. C'est ce que disait John, tout le reste de l'année, je suis obligé d'être sur un timing pour le boulot. Donc en vacances, je pose la montre. Quoi. Exactement. Et je pense que c'est la meilleure façon de voyager parce que quand tu te stresses, tu finis par faire une erreur parce qu'à force d'être speed, ça oui, puis t'es pas là, comme ils disent, t'es pas dans le moment présent. Enfin, c'est le truc un peu à la mode, mais c'est vrai, t'es ailleurs et t'es pas en train de profiter. Et à un moment, tu dis, là, il y a 200 km qui ont défilé et j'ai pas profité. Mais c'est trop tard, ils sont derrière. Quoi. Donc, et puis il faut savourer en fait le temps. Yes. Donc après, qu'est-ce que tu as? L'équipement, les valises, le camping, tout ça, tu fais tes propres recherches, pareil, tu regardes comment... Je connais un mec qui fait des vidéos matos. Hein. Et tu sais quoi, en fait, je te l'ai pas dit, mais en fait, il y a 2 ans, j'ai donné le nom de ta chaîne. Ah, c'est vrai? Sur une de mes vidéos... FAQ justement pour voyager. Ah oui, parce que d'accord. Et pour le matos, j'avais pas envie de sortir. Qu'est-ce qu'il faut emmener, le machin et tout. On va voir ça. Sinon, vous avez un gars qui a fait une très bonne vidéo, donc c'était il y a celle de 2 ans. Donc tu mettrais le nouveau lien parce que j'ai vu que tu en avais sorti. Ouais, je la refais chaque année maintenant. Et j'ai trouvé ça très bien parce que c'est très exhaustif. En fait, ta liste est très exhaustive. Et après, tu pioches. Exactement. Ce dont tu as besoin par rapport à toi, ta façon de voyager. C'est ça. Si tu voyages en tente ou si tu voyages pas en tente. Si t'as pas besoin de la tente en soi, t'as peut-être pas besoin non plus d'emmener le matériel pour ta tambouille. Tout ça, voilà. Etc. Donc, c'est ça. Il faut prendre le temps de voyager en fonction de soi. Après, qu'est-ce que j'avais noté? Un truc dont on parle pas assez, c'est la fatigue. C'est-à-dire maîtriser sa fatigue, parce que la moindre erreur d'inattention, eh bien, ça peut te mettre au tas. Potentiellement, si tu as un passager aussi, tu le mets au tas aussi. Tu peux mettre aussi en danger d'autres personnes si tu croises, si tu percutes. Donc, maîtriser sa fatigue et s'arrêter, prendre le temps, se connaître,
Si tu voyages en groupe et que le groupe il est plus fort que toi, qu'il est plus rapide que toi, se dire aussi écoute, je suis vraiment désolé, je pensais qu'on avait testé ensemble, que le niveau ça pouvait passer, mais écoute, vas-y, si tu es prêt aussi toi de ton côté à accepter de voyager seul entre guillemets, tiens, on se retrouve un peu plus tard, comme ça toi tu vas à la vitesse que tu vas, oui. qui t'arrange, qui te plaît, et moi je roule un petit peu plus tranquille, mais au moins je prends pas de risque, et puis voilà, on en revient à la montre, on n'est pas là pour se stresser, quoi. Non, c'est clair. Et pour se mettre au tas. Donc je pense que la fatigue, c'est un élément à prendre en considération. Voilà, le budget, tout ce qui est restaurant, courses, quelle est ta vision du voyage, combien tu vas dépenser pour l'auberge, le camping. Ouais. La petite astuce qu'on peut peut-être donner, enfin moi je réserve rien en avance. C'est-à-dire que autant le trajet, je sais à peu près où je vais. Après, autant je peux faire des petits détours aussi, parce qu'une fois que tu es sur place, t'entends parler, je sais pas, t'as un monument, t'as un truc un peu spécial, une jolie cascade, tu dis bon allez, je fais un petit détour, c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça que t'enchaînes un peu plus de kilomètres. Et après en fin de journée, tu te trouves un endroit, tu ouvres la carte Google par exemple et tu cherches pour dormir. Ouais, et moi je regarde Booking. En Okay. fait. Ouais, mais après, des sites, t'en as plein. Ouais. Sur Booking, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que tu dis, voilà, je suis là, trouve-moi ce qu'il y a autour. Et puis, que ce soit des campings ou des hôtels ou des auberges de jeunesse, on n'y pense pas non plus suffisamment, mais aujourd'hui, il y a plein d'auberges de jeunesse. Et c'est plus comme avant où tu étais tanké à 8. Des fois, tu as des chambres privées top. Hein. Aujourd'hui, moi, au Cap Nord, j'ai trouvé plein d'auberges de jeunesse où tu as juste un seul lit pour une personne. Et voilà, pour 70 € la nuit, au moins tu te reposes et tu es au sec et tu n'es pas au froid. Et ça peut être bien aussi. Et puis enfin, tu as besoin aussi d'être un peu en forme. Et moi, je m'aperçois que plus je vieillis et plus j'ai besoin d'être en forme. Un peu de confort. C'est-à-dire faire un petit peu de muscu, un petit peu de yoga, un petit peu de course à pied, juste pour te préparer physiquement pour le voyage, à encaisser les kilomètres. Mais voilà, si tu as 20 ans, c'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est peut-être pas pareil, mais c'est quand même toujours bien d'avoir une certaine forme. Sur une moto, c'est mieux. pour se maintenir, parce qu'après, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose sur la moto. Ouais. Après, moi, je fais des petits exercices physiques aussi pour détendre le dos, notamment. Oui. Puis voilà. Donc, si tu veux voyager, tu prends cette liste-là, tac, et puis tu fais ta petite liste, et puis tu avances pas à pas. Tu dis, tiens, aujourd'hui, je m'occupe de l'équipement, de quoi j'ai besoin. Tu fais tous les sites. Moi, j'aime bien faire les sites de randonnée aussi. Oui. Parce que pour voyager léger sur la moto, tu trouves beaucoup de choses. Sac de couchage, voilà, exactement. Ouais. Et puis, confort, quoi, pas avoir froid. Donc, surtout pas avoir froid. Ça, tu passes une mauvaise nuit par exemple, et puis sur la moto, t'es crispé, tu te fatigues, t'es tendu. Ouais, non, ça c'est important. Ouais. Voilà, et les petites recommandations de ce que je dirais à Bossard qui n'ose pas. C'est bien parce que en fait, ce que je vois, c'est que t'as fait comme disait la Matt dans une vidéo où il veut faire l'Africa Eco Race. C'est des gros projets. Un road trip, c'est un gros projet par exemple. Et en fait, tu le coupes. Exactement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est un éléphant se mange une bouchée à la fois. Et en gros, si tu le regardes comme ça, tu te dis je vais jamais le bouffer. Et puis si tu le découpes en petits bouts, tu te rends compte que finalement, ça se fait quoi. Ça se fait. Et donc un projet comme ça, si tu fais partie par partie. Déjà, ça rassure en fait. La question d'après, c'est comment surmonter la peur de la conduite sur de longues distances ? Parce que typiquement, un Cap Nord, par exemple, pour rester sur l'exemple, c'est une longue distance. Ouais, en fait, en respectant la fatigue, en fait, je vais faire une version très très courte là pour le coup, et en respectant les distances que j'ai citées précédemment, et pas se prendre la tête. Et puis, t'es fatigué, tu commences à peiner, t'es en train de lutter, il pleut, il fait froid, t'es pas bien. Ouais. Bon, t'avais prévu de rouler jusqu'à 8h du soir, il est 4h de l'après-midi ou les 3h de l'après-midi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à galérer, à être trempé comme un rat et avoir froid ? Demain, il fera jour, comme voilà. on dit. Prends-toi un Airbnb qui est autour de toi, prends le temps, repose-toi, prends une bonne douche chaude, mange correctement, et puis demain, ce sera un autre jour, et peut-être il fera grand soleil. Tu seras reposé en tout cas. Tu seras reposé, et voilà, faut savoir s'écouter. Ouais, ok. Et ça aide à passer les longues distances. Ça aide à passer les longues distances. C'est vrai. Plutôt que, en plus, si tu veux tenir tête à ta fatigue, tu vas l'accumuler de plus en plus jusqu'au moment où voilà, tu vas peut-être t'écrouler. La fois de trop, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, pour les débutants, comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement à un gros road trip et émotionnellement ? Alors, mentalement, déjà, moi, je donne ma petite astuce, après chacun la sienne. Oui. Pour le Cap Nord, moi, j'ai gardé ça secret, déjà. Mon projet, je l'ai gardé secret. Ah ouais ? C'est-à-dire que je l'ai dit à mes parents 15 jours avant de partir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, si on n'est pas sûr de soi, si on a déjà peu de confiance en soi, le fait de demander la validation à son entourage proche qui est bienveillant et qui va te dire « Oh,
si toi déjà t'as pas la confiance en toi de te dire ah oui bah, j'ai envie de faire le Cap Nord, c'est mon grand rêve et tout, mais bon je sais pas si j'ai assez d'expérience, en plus je suis pas très grande, et si jamais j'y connais pas grand chose en mécanique, et si jamais je sais pas gérer, et Ils vont si sauter jamais dans la brèche pour pas t'envoyer. Voilà exactement en fait. Et tes proches ils veulent te protéger, donc ils vont dire ah oui t'as raison, bah, si tu doutes déjà oui, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller, ou alors et donc moi j'ai gardé mon projet secret et j'ai travaillé en fait tous les soirs en rentrant du boulot. Aujourd'hui je m'occupe de l'équipement, la moto, qu'est-ce que je vais acheter, etc. Et j'ai construit mon projet petit à petit, de sorte que quand je l'ai annoncé à mes parents et à mes proches, toutes les questions qu'ils te posent, auxquelles tu n'aurais pas su répondre le moment où ils te les auraient posées, là tu sais tout. Mais comment tu vas faire pour une telle distance ? Regarde, je me suis préparée physiquement, là je suis bien, j'ai mes étapes, je sais exactement qu'est-ce que je vais visiter. Donc tu leur réponds avec aplomb. Et tu réponds avec aplomb, ça rassure tes proches, qui du coup ont plus de facilité à te laisser partir, parce qu'ils disent si c'est ton destin, file. Va voir le globe. Voilà, tiens-nous au courant quand même. Ou alors si tu pars en groupe, en parler à des gens qui ont le même trip que toi, qui te font avancer, qui te poussent et qui te disent vas-y, tu peux le faire. Au niveau émotionnel, je pense qu'il faut visualiser. On visualise souvent plus le négatif que le positif. Oui. Or, et on s'axe beaucoup là-dessus. Or, si tu te dis mais je vais voir des super paysages, je vais voir une aventure, et puis je vais gérer les imprévus, on ne sait pas, mais les imprévus, ça peut être des mauvaises surprises, mais ça peut être aussi des très bonnes surprises. C'est vrai. Donc, faut y aller, et puis se dire que on sera tellement content après. C'est une parole de ma maman, ça. Je fais beaucoup référence à mes parents, mais bon, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu en fait quand j'étais plus jeune. Donc j'ai une pensée vraiment chaleureuse pour eux, parce que si je suis aujourd'hui la nana que je suis, c'est peut-être grâce à eux aussi, parce qu'ils m'ont toujours emmené en vadrouille partout où ils passaient. Voilà, soyez confiants et faites-le. En fait, il y a toujours une part d'appréhension, une part d'incertitude. Quand tu pars, c'est l'imprévu. Si tu n'as jamais fait le voyage, même si tu l'as vachement bossé, vachement planifié, tu as toujours une petite appréhension. Mais cette peur, cette mini-peur, en fait, après les premiers tours de roue, une fois que tu as fait ta première heure et que tu as commencé le voyage, en fait, ça te libère. Et le fait d'être dans l'action et de ne plus réfléchir, la peur, elle est dans la réflexion. Mais tu l'as pareil quand tu dois monter sur scène, tu l'as pareil quand nous on faisait de la piste le matin, on était comme ça. Et dès que mettre la combi, tout ça, il n'y en avait pas un qui mouftait, tu vois, enfin, avec les potes avec qui on était dans le même état d'esprit. Et puis dès que le commissaire de piste il disait vas-y, c'est terminé. Là, tu fonces. Tu y es, quoi. T'es à fond. Tu réfléchis plus. L'appréhension, elle y est plus. C'est une espèce de stress bizarre, ouais, c'est vrai. Qui disparaît. Il faut passer à l'action. Exactement. Ouais, non, mais c'est clair. Après, en cas de pépin, parce que les pépins, ça arrive toujours sur la route, faut prendre sur soi. Si tu fais question pour qui veut gagner des boulons, par exemple, tu vois, tu dis je tombe en panne, tu vois. Je tombe en panne, qu'est-ce que je fais ? Réponse A, je m'assois et je pleure. Et j'appelle maman. Voilà, j'appelle maman. Réponse 2, j'appelle un ami. Ouais. Tu vois, tu peux dire, si les mécanos en plus, ça peut te sauver un petit peu. Réponse 3, t'as toujours quelqu'un qui va passer sur la route. Je veux dire, mis à part si tu fais du off-road et que tu vas te perdre un peu dans la pampa et il n'y a personne qui peut te suivre. Mais si tu restes sur les routes traditionnelles, il y a toujours quelqu'un qui va finir par s'arrêter. Qui va dire ok ça va pas, non ça va pas, je peux t'aider, on peut réparer, je peux te traîner. Voilà, faut toujours avoir peut-être 2 sangles dans sa valise au cas où il a besoin de te remorquer. Réponse D, c'est quoi la réponse D ? La réponse D normalement c'est la réponse D. C'est la réponse D. Non mais oui, tu t'en sortiras toujours. C'est ce que disaient les gens à chaque fois quand ils partageaient leur road trip. Soit ils arrivent à se débrouiller. Déjà quand tu arrives à vraiment avoir une galère, tu te poses. Tu souffles, tu réfléchis parce que dans le truc, on voit pas la solution qui est juste à côté de nous des fois. Non, t'as le cœur qui bat comme ça. Et puis selon où t'es... en tout cas, tous ceux qui m'ont raconté des galères, dont celle de l'or, où ils sont à 4000 là, en Bolivie, au final, ça a été long, mais ça s'est résolu. Donc après, quand on parle pas des galères, comme on disait, extrêmes, où tu viens de te fracasser... Moi, j'ai un mec qui m'a raconté une fois, il part en enduro, il lui arrive ce que j'ai eu moi, mais lui en enduro... Enfin non, c'était pas en enduro, c'était avec la T7, mais préparé enduro, c'est un enduriste, et il se retrouve avec la jambe dans le même état que moi, donc tu ne peux pas t'appuyer, elle est pétée, et il a une moto de 200 kilos, voilà, dans la boue, dans les ornières, il faut qu'il se traîne, se sorte un peu, jusqu'à trouver de l'aide, quoi. Une route. Et finalement, il a réussi à faire ça. Tu dis, bon, je pense pas tout le monde ferait ça, mais en fait, quand t'as pas le choix, en fait, quand c'est entre ta vie ou... Enfin, c'est ta vie que tu gères, donc si tu ne bouges pas le... Bip
Potentiellement, tu restes là, il n'y a personne qui te voit. Maintenant, il existe aussi des balises de détresse, voilà, si tu pars dans la pampa. Mais en soi... Ça, c'est les situations extrêmes. Après, voilà, la plupart du temps. Et puis, moi, je sais que sur ma chaîne, il y a quand même une grosse majorité de gens qui sont sur route. Donc, quand tu fais de la route, il y a de grandes chances que tu trouves la civilisation ou quelqu'un qui passe. Enfin, voilà, c'est... Tu trouveras toujours une solution. Oui. Pour l'or, par exemple, la pire galère, en fait, ça fait les meilleures histoires à raconter a posteriori. C'est clair, mais à chaque fois, tous, donc, ils ont ça. Alors que les paysages étaient magnifiques, finalement, c'est pas ça qui reste. Alors que tu sais qu'ils le sont, mais quand tu dois en parler, tu parles du truc un peu croustillant, quoi, tu vois. Et puis, c'est une victoire en soi, parce que tu es allé au-delà de tes possibilités ou de ce que tu pensais faisable. C'est une vraie histoire, il faut le célébrer. Carrément, Il y avait une question après qui était comment tu gères la météo, par exemple. Parce qu'à moto, on est beaucoup plus vulnérable et tu ne sais pas si dans une semaine, quand tu pars 2 semaines, si tu vas pas prendre 5 jours de flotte. En fait, par principe, tu vas prendre la flotte. En fait, il faut accepter, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, il faut accepter cette part où oui, tu vas prendre la flotte, oui, ça va pas être agréable, mais il faut que tu sois prêt et préparé, donc que tu aies tes affaires de pluie. Par exemple, moi je préfère la veste plus le pantalon plutôt que la combinaison, je trouve que c'est plus pratique à mettre. Oui, le truc à 2 pièces, le haut qui descend beaucoup plus bas, ça c'est parfait. En attendant, tu as la pluie qui continue à te tomber sur les épaules. Donc, le froid, c'est quelque chose auquel il faut que tu sois préparé. Donc ça veut dire, moi j'aime bien par exemple les vêtements techniques, tout ce qui est, on va dire, nylon ou tout ce qui sèche vite, tout ce qui évacue vite la transpiration, mais tout ce qui est aussi, si ça devient mouillé, ça sèche très vite. Donc te préparer contre le froid, prendre des pulls, surtout bien n'empaqueter, ça dépend si tu pars avec des sacoches, je sais pas si celles-là elles sont étanches. Celles-là elles sont étanches et en plus dedans tu as un sac que tu roules donc c'est surétanche. En fait là où elles peuvent être mises en défaut c'est juste, tu as un petit trou de mise à l'air pour pouvoir les gérer. Je pense que si tu fais en Islande que tu traverses des gués avec la flotte... c'est ça, et si ta valise elle tombe dans le gué, peut-être que là peut-être que tu en aurais, mais quand elles sont dedans tu mets les sacs rouges étanches, ça craint rien. Moi je passe le Karcher dessus même sans les sacs rouges et dedans j'ai jamais de flotte. Donc en Irlande j'avais pas les sacs rouges et j'ai pris la flotte et elles sont étanches quoi. Bon c'est impeccable. Après c'est une bonne marque. Après si tu prends des marques peut-être un petit peu moins chères. Tu prends les sacs qui se roulent, tu les trouves. Voilà, ou tu me prends du sac, je sais pas, moi j'ai d'une astuce, mais sac poubelle ça coûte rien. Tu fous toutes tes fringues dedans et t'as aucun souci. Non c'est ça, mais c'est clair. Donc voilà, juste accepter en fait la météo. J'ai une application aussi qui est pas mal qui s'appelle Météo et Radar, qui est vraiment bien parce qu'en temps réel, tu vois vraiment le déplacement des nuages. Et ça peut te permettre, moi ça m'est déjà arrivé, des fois tu passes toute la journée, mais tu sais que tu passes toute la journée sous le même nuage, avec la pluie de ce même nuage. Pars à droite, toi, tu m'énerves. Ouais, c'est ça, tu dis, mais tu veux pas souffler ailleurs? Et en fait, des fois, le simple fait de te dire, bon, ok, je regarde avant de partir la météo qu'il va faire aujourd'hui et avec à peu près les horaires, et des fois, tu as 2 nuages, et toute la journée, tu vas vivoter entre ces 2 nuages qui vont dans la même direction que toi, mais tu vas rouler au sec et tu vas kiffer ton voyage. Alors que si tu vraiment à... Ouais, franchement, cette Météo et Radar, elle est vraiment bien, cette appli. Ah bah ça, je la prendrai. Je la recommande. D'accord. Là, tu sais que mes collègues, ils en auraient besoin. Là, maintenant, ils sont en train de tester le trip en Haute-Loire. Et comme c'est assez incertain, en tout cas aujourd'hui, c'était sur de la pluie. Mais peut-être qu'autant, ils auraient plus... Il faut essayer. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux leur donner l'astuce. Mais par contre, s'ils font ça, ils vont sortir du guide. Alors non, ça marche pas. Tant pis, ils vont être mouillés. Vas-y, fais-les souffrir un peu. En plus, ils sont mal payés et tout. En fait, ils sont pas payés. Non, mais si, on fera des apéros après. Ah bon, tu payes en apéro, toi? Ah oui, ils sont friands de ça. D'accord, ok. Je paye en bière, en intéressant, ça. Je reviendrai peut-être, parce que là... Tu peux. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent ce qu'il y a dans ce tonneau. Ah oui? Je leur dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup trop d'air. C'est ça, il faut le remplir. Alors, en voyageant seul, on peut se sentir parfois isolé et vulnérable. Est-ce que tu as eu des moments de peur pendant un voyage et comment tu le gères? Moi, c'est vrai que sur les derniers road trips, en fait, j'apprécie de rouler seul parce que justement, je peux rouler à mon rythme. Oui. Et du coup, ça m'évite aussi beaucoup de galères. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir parfois isolé. Alors, moi maintenant, j'ai découvert YouTube, donc je parle à la caméra. Ça aide, hein? Voilà, ça aide, mine de rien. Je parle aussi à ma moto. Ça peut paraître complètement stupide, mais... Est-ce que tu lui donnes un prénom? Titine. Okay. Mais toutes mes motos sont Titine, donc les pauvres, elles s'appellent toutes de la même manière. Mais en fait, le fait de parler à quelqu'un, même si c'est une moto, je pars du principe que la moto, c'est un peu comme c'est ton compagnon, ta compagne. Tu lui parles,
quand dans les moments difficiles, en fait, où tu te sens un petit peu en insécurité, ça va pas trop, tu dis allez Titine. Ouais, ça je l'ai déjà vu dans des vidéos, des gens qui disent allez on y va, allez Titine, tu vas pas me lâcher, hein, c'est rigolo. Vas-y pousse. Des fois t'as l'impression qu'elle pilote toute seule, tu sais, toi t'es là, tu manœuvres juste un petit peu comme un cheval, mais en fait c'est elle qui fait tout le boulot, quoi. Et donc il y a ça, donc parler en soi à quelqu'un qui est derrière la caméra. Et puis moi j'ai eu juste une seule incertitude en fait, parce que tu peux être agressé en tant que nana qui voyage seule, ça peut toujours être possible, ou tu peux te faire, si tu n'es pas agressé, tu peux te faire emmerder beaucoup. Ouais, et avoir un coup de stress quoi. Ouais, voilà, où tu te sens pas forcément bien. Et dans ces cas-là, en fait, c'est se sentir sûr de soi, avoir, comment dire, une gestuelle qui permet de dire ok, merci, mais je suis pas intéressé, et te dégager assez rapidement, c'est-à-dire pas continuer à palabrer, il faut casser direct la discussion et partir. Voilà, j'ai juste eu une petite peur un jour au Cap Nord, sous le petit panneau. Il y a un van qui est venu se garer avec un garçon qui n'était pas très très clair. Et c'est pas vraiment que tu peux pas dire que le garçon n'était pas clair, ça se trouve le garçon était vraiment très bien et il était gentil, respectueux et tout. Mais c'est juste une appréhension, une intuition, tu vois. Tu sens le truc qui est pas clair. Et ben, le premier truc, tu dis que t'es pas seule, tu vois, parce qu'il me dit t'es toute seule et tout, machin. Ah, j'ai mes potes là-bas. Ouais, mais j'ai mes potes qui m'attendent d'ailleurs. Il faut pas que je tarde, hein, parce qu'ils vont m'attendre ou sinon ils vont pas tarder à revenir. Tu vois. Donc ça te permet juste de dire t'es pas seule. Ils sont allés faire des photos, ils arrivent. Après, il y a la vraie peur qui peut être... moi, la seule vraie peur que j'ai eue, en fait, c'était au Monténégro, avec des vents violents qui te donnaient des baffes dans tous les coins. Je crois que tu avais vécu ça un peu en Crète. Moi, je l'ai vécu en Crète où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poussait. Qui te pousse, Mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'en ai eu d'autres des fois où même quand j'avais ramené la World Raid, des conditions terribles avec le vent. Presque tu fermes les yeux entre la barrière et les camions sur l'autoroute parce que tu vois plus rien. De toute façon, que tu sois à 20 ou à 100, tu vois rien. Mais en Crète, vraiment, j'essayais de forcer sur le guidon et j'avais jamais vécu ça parce que tu sais, il y avait les reliefs et les vents soufflés. Et en bord de côte, c'était l'horreur, quoi. Et c'est une horreur parce que tu as l'impression que tu peux te casser la figure à chaque instant. Ah mais c'est ça. Et moi, c'était sur une autoroute, en fait. Donc, moi, j'aime bien aller nager et tout ça, en fin de journée, tout ça. Donc, sur le bord de... Donc, je m'arrête, je me baigne, tout. Je prends mon temps. Bon, il était 19h quand je suis partie. J'avais 30 minutes à faire de voyage pour rentrer un petit peu plus dans les terres parce que tous les hôtels étaient bookés sur la côte. Je suis 30 minutes par l'autoroute, c'est vite fait, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'arrive, donc la nuit commence un petit peu à tomber, j'arrive... Je passe l'autoroute, je vois les premiers panneaux rouler à 60. Tu sais, les panneaux, pas les physiques, quoi, mais les lumineux, rouler à 60. Je dis, tiens, bizarre, sur autoroute, 60, pourquoi ? Ça me paraît quand même pas beaucoup. Un peu plus tard, je vois un autre panneau avec les icônes de vent fort. Ouais. Là, tu te dis, bon, ça passe, tu vois, t'as confiance en toi, vent c'est violent, bon. Ça va, quoi. Et là, tu commences à enquiller et tu dis, ah ouais, et en fait, la nuit commence à tomber vraiment très vite, ce qui fait que je me retrouve rapidement dans la nuit noire, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te pousse en permanence, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et j'ai roulé à 25 km/h, entre 25 et 30 km/h, sur toute la portion d'autoroute, avec des camions qui te doublent à fond la caisse, qui te klaxonnent parce que t'avances pas. Et t'as vraiment peur de tomber à chaque seconde. C'est-à-dire que, et a posteriori, quand j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il y avait des tempêtes qui pouvaient monter dans le coin jusqu'à 300 km/h. Donc 300 km/h, c'est les ouragans. Oui, carrément. Donc là, je pense pas qu'il y avait 300 km/h, là, ça serait baratiné. Même des trucs à 100, 130. Mais je pense même à 120 km/h, en fait, ça te décontenance complètement et t'as peur de te planter à chaque instant et de finir sous les roues d'un camion. Et tu sais pas quoi faire, parce que moi, quand je vois le danger, en fait, je me dis, je fais demi-tour. Tu vois, t'as un danger, mais sur l'autoroute, tu peux pas faire demi-tour. Donc, tu es obligé de continuer. Tu te dis, mais je fais quoi ? Je m'arrête derrière un gros rocher pour me reposer. Tu commences à avoir les bras qui tétanisent, en fait. Et tu sais qu'il faut pas que tu tétanises parce que tu sais que la moto, elle devient... Tu forces sur le casque, ça elle tire devient partout, incontrôlable. Ouais, mais la moto, elle devient incontrôlable, en fait, parce que plus tu es tendu et plus la moto, tu peux pas la ramener. Et ça a été vraiment très compliqué. Donc, pour un voyage qui durait à la base 30 minutes, j'ai mis 3 heures. Et 3 heures où t'as peur. Et t'es content quand ça se termine. C'est le seul moment où j'ai eu vraiment, vraiment peur. Au point qu'aujourd'hui, je pense que j'ai encore gardé des séquelles. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai des vents qui arrivent, par devant, par derrière, on s'en fout. Mais sur les côtés, en fait, ça te déstabilise tellement que dès que t'as un petit coup de vent, tu dis et t'as un peu la psychose, quoi. Je vois. Question d'après, comment gérer le poids d'une moto bien chargée quand on est trop petit et peut-être pas très musclé, t'as même marqué. Ouais, pas très musclé. J'ai découvert il y a quelques années des bottes de moto compensées.
Ouais. Ce qui te font gagner entre 2 cm et 2 cm et demi à l'avant et jusqu'à 6 cm au niveau du talon. D'accord. Donc comme le pied, quand tu poses le pied par terre, tu es toujours sur la pointe des pieds, moi personnellement, ça t'aide bien en fait à garder un équilibre. Ok. La deuxième chose, t'as pas besoin de poser 2 pieds au sol. Ça, c'est un réflexe horrible, mais c'est vrai. Oui, tu déhanches en fait, tu te mets sur le côté et ça suffit. Et si ça suffit pas, si tu poses, tu déhanches, comme tu dis, et tu déhanches autant de centimètres. Oui, si tu dois avoir les fesses, la fesses jambe en l'air, complètement à côté de la selle, et ça passe très bien. La selle basse. Ouais. Voilà, moi sur toutes mes motos, j'ai des selles basses. Tu grattes quoi, 2 cm à chaque fois ? Tu grattes 2 cm, selon les selles, tu peux aller jusqu'à 3. Le kit de rabaissement aussi, c'est qui est un truc vraiment bien. Moi j'en ai une sur la mienne, ça te rabaisse aussi de 2 à 3 cm selon les modèles. C'est les biellettes d'amortisseur, c'est ça, ça change sur les biellettes. Okay. Et ça c'est pas mal aussi, parce que quand tu mets tout bout à bout, ça te fait gagner 5-6 cm. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, j'ai des petites astuces, parce que c'est vrai que des fois quand tu es bien chargé, moi j'ai souvent une sacoche de selle, je voyage beaucoup comme ça. Et quand tu es vraiment bien chargé et que tu dois basculer la moto, en fait, j'ai une calabrelle, ce que j'appelle une calabrelle, c'est une petite cale qui fait environ 2 cm, qui est un petit peu pentue, donc qui à son extrémité fait 1 cm, et puis au point le plus extrême, on va dire 3 cm. Et ce qui permet de caler la moto, en fait, là par exemple, si tu tombes, admettons, tu as la béquille dans un trou, tu mets la cale sous la béquille. Et tac, ça te fait gagner et t'as pas besoin de la relever. Du coup, quand tu dois la relever, en fait, tu forces beaucoup moins. Ok, ça marche, je vois. Ta petite cale, moi, je l'ai accrochée à une ficelle, voilà, que j'accroche au guidon, que je récupère, puis après, je mets soit dans la sacoche de réservoir, soit sur une petite banane, et puis c'est parti, quoi. Et le coup de déhancher, moi, j'ai jamais besoin de le faire comme je suis assez grand. Tu mesures combien, toi ? 1,82. Oh. Et ouais, mais attends, le jour où j'ai piqué SW Motec nous avait demandé si on pouvait récupérer leur moto en Italie pour la ramener, on avait fait un trip avec Tony, et elle était avec des suspensions de professionnels, elle était très très haute, c'était vraiment un chameau le truc. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'étais sur la pointe des pieds sur une moto. Ah, alors, ça fait quoi ? Ah bah ça fait... Je suis 1m82. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait flipper, tu vois, tu comprends pas. Sauf que j'ai pas le réflexe de déhancher, parce que pour moi, quand je m'arrête, c'est les 2 pieds et fin de l'histoire. En tout terrain, comme on est parti en tout terrain, j'aurais pu tomber, alors que si dès le début, tu dis, ben non, mon gars, tu t'arrêtes sur un pied, arrête de vouloir t'arrêter à 2 pieds, un sur le cale-pied et un par terre, déjà c'est mieux. Ou même t'arrêter debout. Parce que quand tu t'arrêtes debout, du coup, cette jambe, si mettons tu vas poser celle-là, tu vas pouvoir faire l'effort de déhancher et d'être complètement désaxé. Et le sol, tu vas voir qu'il est pas si loin. Mais ça, c'est des réflexes que t'as pas si tu les travailles pas, soit en trail pour les exercices tout terrain, soit si t'es grand et que t'as jamais besoin de le faire. L'habitude. Et en fait, c'est un truc qu'il faut que je prenne, parce que là, par exemple, la World Raid, elle est plus haute qu'avant. Et quand c'est chargé ou dans des situations en off-road, va vraiment falloir que je me redise non, bonhomme, à un pied. Arrête de vouloir en mettre 2, en fait, ça sert à rien. Il faut plus analyser le terrain, en fait. Et quand t'es petit, t'analyses beaucoup plus. C'est-à-dire que tu regardes où tu poses tes roues, tu regardes où tu poses tes pieds. Comme tu disais, par exemple, tu poses un pied, mais il ne faudrait pas poser le mauvais pied, celui qui est dans la pente. Il faut vraiment poser celui qui est côté pente. Ce qui peut paraître bête, mais des fois, juste t'oublies parce que tu as toujours l'habitude de poser le pied gauche. Tu poses pied gauche, pied gauche, pied gauche, pied gauche. Et voilà, c'est le pied droit. Ta fraction de seconde de réflexe fait que tu n'as pas le temps de revenir et que tu peux t'en coller une. Et par exemple, moi, je me garde toujours en position de démarrage. C'est-à-dire de démarrer droit. Et de même aussi, une fois que tu as monté sur la moto, si vraiment si la moto est encore un petit peu penchée, trop penchée, je donne un grand coup aussi sur le cale-pied, de l'autre côté. Voilà, ça te permet en fait de gagner. Ça la lève, quoi. Ça la lève, c'est beaucoup plus facilement. C'est vrai, mais les gens, c'est pareil, nous on l'a appris en trail, mais ils se rendent pas compte de ce que tu peux faire avec un cale-pied. C'est-à-dire que là, la moto, celle-là, elle est pas très penchée, mais si t'en prenais une qui était plus penchée sur sa béquille, tu te mets debout sur les cale-pieds et d'un coup, tu lâches le pied de là-bas et t'appuies tout sur celle-là, tu la retournes. Tu tombes, c'est à tous les coups. Et là, tu fais, putain, mais en fait, j'ai un pouvoir sur les cale-pieds et il faut y penser. On n'y pense pas. Une fois, je faisais une vidéo là et j'étais assis sur la selle, comme ça, tu vois. Le mec détendu et en descendant, j'appuie trop sur le cale-pied. Elle m'a suivi, elle s'est explosée par terre. C'était pas prévu. Bon, elle était protégée, elle a rien eu. J'aurais pu appuyer plus l'établi qu'elle. Mais voilà, t'as pas conscience du pouvoir que t'as en appuyant sur un cale-pied. Ah, celle d'après, elle est pas mal. Ah, j'y connais. Ah, tu vas être déçu. Ah mince. Ouais, je crois que tu vas être déçu. Bon. Parce que là, je crois que tu t'attends à quelque chose. Mais non, je sais pas. Alors, la question, c'est j'y connais rien en mécanique. Comment est-ce que je résous mes problèmes techniques sur la moto ? Et en fait, j'y connais rien en mécanique. Non plus. Enfin, mis à part, j'ai bricolé avec mon père. C'est quand même me réponds pas, je roule en Ducati, je crains rien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'y connais pas grand-chose en mécanique. Mais en fait, il faut juste accepter de se dire que on peut pas avoir bon partout. Tu sais mettre de l'essence dans ta moto, donc a priori c'est bon. Tu sais graisser une chaîne, a priori. Tu sais regonfler les pneus, a priori, ça tu sais faire. Le minimum. Mais le problème, c'est que quel que soit le problème mécanique, que tu veuilles, à moins de faire une formation vraiment mécanique, tu peux avoir toutes les chances
que l'intervention qu'il va falloir que tu fasses, en fait, tu ne sauras pas la faire. Oui. À part peut-être démonter le pneu, parce que, je sais pas, tu as crevé. Ouais. Moi, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai une bombe anti-crevaison, Ok. donc au pire. Sinon, j'ai des mèches, au pire aussi. Par contre, si tu me dis, allez Steph, il faut que tu démontes ta roue arrière parce que, je sais pas, il faut changer la chambre à air. Donc voilà, on va revenir à la question pour Basique, gagner des boulons. J'appelle un ami, j'appelle un proche, j'appelle mon assurance. Ouais. Voilà, parce qu'il faut savoir que si tu pars en Europe, tu as ta carte verte qui te suit dans tous les cas et tu as une majorité de pays. Il faut juste vérifier quand même que le pays dans lequel tu vas... Il y a quelques-uns qui ne sont pas, mais les principaux faciles, ils y sont. Mais voilà, exactement. Ouais. Donc au pire du pire des cas, et puis sinon tu trouveras toujours quelqu'un auquel t'accrocher pour faire les quelques kilomètres qui vont te séparer d'un atelier mécanique. Ouais. Si c'est pas un atelier mécanique moto, n'importe qui a dans son garage quelques outils qui va t'aider à te débrouiller. Okay. La mécanique, j'ai envie de dire, il ne faut pas focaliser dessus. Tu auras toujours un problème mécanique. Moi j'en ai eu plein, ça m'est arrivé de rester coincé sur la N118 2 fois en plus, parce que ma GSX, j'étais en train de doubler la première fois. La N118, c'est comme une autoroute en fait, à 2 voies. Et en fait, j'étais en train de doubler, et là d'un seul coup, tout s'éteint au compteur. J'ai juste à peine le temps d'embrayer, de me rabattre. Il n'y a même pas de bande d'arrêt d'urgence, parce qu'en fait, tu as des murets. Donc la ligne blanche et tu as le muret direct. Donc j'ai réussi je sais pas comment à me mettre là. Et puis t'appelles la dépanneuse qui vient, qui te ramène et tout. Bon, au final, c'était les fusibles qui avaient lâché. Donc bon, la première fois, tu te dis, bon, je sais faire. Tu ouvres ton manuel technique, et puis, tu prends, et puis tu dis, bon, c'est le fusible, je change le fusible. La moto redémarre, impeccable. Tu dis, bon, allez, c'est reparti. 2 semaines plus tard, le même coup, au même endroit. C'est qu'il y a un autre truc. J'ai putain, mais... Donc là, j'ai fait venir la moto directement chez la concession. Et en fin de compte, c'était un fil qui était déconnecté. Ils sont passés quasiment la journée. Qui faisait une masse qui pété, exactement, qui faisait que ça faisait déconnecter le tableau de bord et le reste. Bon, ils ont mis une journée. Et les mecs, c'est des mécanos. Ouais. Donc moi, ça, qui n'ai pas les outils... Ça, c'est à la con, ça. Enfin, voilà, tu vois, mais t'auras toujours la panne à laquelle tu t'es pas préparé. Je veux dire, si par exemple, tu pars en road trip, il y en a certains, ils emmènent les leviers d'embrayage, les leviers de frein et tout ça. Bon, moi, je pars du principe que tu as aujourd'hui des leviers qui cassent, donc si tu te prépares pour ça, prépare-toi à ce qui casse, et à ce moment-là, tu pourras toujours manœuvrer. Ce sera plus court. Voilà, et ce sera plus court, mais en soi, tu n'es jamais prêt. Donc moi, j'ai pas envie de me taper une formation mécanique pour dire, super, ah ouais, non, mais c'est libre. Là, il y a tous les sons de cloche. Il y a ceux qui disent, moi, j'emmène rien du tout parce que j'ai l'assurance, ou je sais pas faire, ou même s'ils savent faire. Et moi, j'ai le côté où je veux être autonome, donc voilà. Mais après, juste, peut-être, je vais gagner du temps, mais il y a des fois, j'aurais peut-être pas ce qu'il faut, quoi. J'ai déjà eu une panne électrique comme toi, c'était en Suisse. Je rentrais avec la vieille Transalp et j'avais un fil qui avait frotté sur un petit picot de soudure sur le cadre d'origine. Et au bout de 15-20 ans, il avait fini, je crois qu'elle avait 20 ans, il avait fini par percer. Et des fois, selon la position, les vibrations, pouf, ça touchait un endroit du cadre où ça faisait contact. Et plaf, ça faisait péter pareil un fusible qui coupait tout. Et pareil, ils ont mis je sais pas combien de temps à la trouver, ça m'a coûté 500 balles. Parce qu'il faut tester en fait. Trouver. Ouais, il faut regarder chaque câble. Ah, c'est horrible. Moi, mon truc, c'est plutôt partir à l'aventure et puis on verra bien. Et puis je touche du tonneau, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop de grosses galères, quoi. Ça marche. J'aime bien la question d'après parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'osent pas partir hors de la France parce qu'ils ne parlent pas la langue. On me l'a dit par exemple sur la série en Irlande, puisque les Irlandais parlent anglais. Je parle anglais, il n'y a pas de souci. Tu parlais l'irlandais alors eux ils me comprenaient, mais alors l'accent des fois, mais j'avais vu Peaky Blinders avant, c'est bon. L'accent irlandais, il est chaud, quoi. Ouais, il est chaud des fois, mais bon, t'arrives à du coup attraper le sens de la phrase, mais parce que bon, je parle anglais, donc ça me pose pas de problème. Tu piques des mots en fait et t'essayes de construire la phrase. Et puis tu sais ce qu'il t'a dit, tu sais lui répondre ou tu réévalues, donc c'est pas gênant, mais des gens n'ont aucune notion en anglais et me disent je peux pas voyager. Et bon, moi je suis pas d'accord, mais toi du coup comment tu gères ? Attends, donne-moi tes astuces d'abord. Alors tienne. Voilà, je te retourne la question. Moi la seule astuce que j'aurais trouvée pour quelqu'un qui parle vraiment pas la langue, exemple, ça m'est arrivé au Laos parce que je parle pas lao du tout. Et j'avais amené un petit truc du guide du routard qu'on nous a offert qui s'appelle le J'ai pas les mots, vraiment en mode SMS jeune. Et en gros c'est un tout petit bouquin dépliant où il y a par catégorie il y a les choses que tu cherches, genre une roue crevée ou genre une station essence ou genre un
distributeur de billets, ou genre les toilettes. Ah ouais. Parce que le truc fun, c'est qu'on l'avait toujours, on s'en a jamais servi. Et un jour au Laos, on arrive quelque part, on était avec un petit road trip moto, d'ailleurs on a des petites motos, et on s'arrête, on mange un bout et on demande au mec toilet, do you have toilets? Et à chaque fois que tu demandes quelque chose à un mec au Laos, en Thaïlande aussi, et qu'il comprend pas, il fait oui. yes, yes, yes. Et du coup tu dis d'accord, mais elles sont où en fait les toilettes? Et donc il dit yes, 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 il sourit et puis rien. Et à un moment je fais attends, j'ai le truc, je cherche, je lui montre, il fait ah là, et puis c'était réglé quoi. Et voilà, c'est. Alors il y a ça, et moi quand tu parles pas la langue, vraiment pas. En fait, tu as la langue des signes. Oui, aussi. On a oublié, mais oui. en fait, on utilise toujours les mêmes choses. C'est-à-dire manger, oui. boire, oui. Dormir, toilette, je sais pas, moi, si tu fais... Oui, tu vas arriver à mimer le truc, c'est sûr et certain. Arriver, mais il faut que ça presse, quoi. Et tu vas toujours arriver, je veux dire, si tu es perdu et que tu demandes ta direction, bah, tu montres le nom de la ville sur ta map ou sur ton téléphone, tu dis, là, moi, oui. je veux aller là, oui. je veux aller là, c'est où? Quelle direction? Ouais. Tu vas là-bas, tu prends deuxième, tu sors après. Même, c'est vrai que tu parles pas la langue, mais tu arrives quand même à te comprendre. Tu peux faire des choses, ouais. Les yeux, tu peux dire beaucoup de choses. Ouais. Et dans ces cas-là, les conseils que je donnerais, c'est être très gentil, pas être dans le stress. Sourire. Et sourire. Ouais, ça dénoue beaucoup de trucs, ouais. Le sourire, ça te sauve de toutes les situations. C'est clair. Parce que quand tu demandes quelque chose gentiment, de façon pas stressée, de façon pas... parce que des fois, on trouve pas, on s'énerve. Surtout les Français. Oh, surtout et on pourrit le mec en face qui parle pas français alors qu'on est dans un pays de l'Est, par exemple. Tu vois. On est très râleurs, mais très connus pour ça. Ouais, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Ouais, les étrangers nous connaissent beaucoup pour ça. Ouais. Tu peux obtenir beaucoup d'informations en étant clair. juste gentil, en disant merci, oui. vraiment, du fond du cœur. Oui. Et les gens sont contents de t'aider. Faut pas croire que le monde est si hostile que ça. Mais non. Mais pas en plus dans le monde où l'apprenti voyageur ou le gars qui se lance dans le road trip va aller. Tu fais l'Europe ou même tu vas dans des pays très civilisés, que ce soit aux États-Unis ou même quand on avait fait l'Argentine, en fait, c'est comme à la maison, quoi. T'es pas perdu. C'est ça. Tu trouves toujours une solution. Il y a un truc que j'aime bien aussi rajouter, mais qui va avec le sourire et avec une attitude très agréable, c'est apprendre 3-4 mots dans leur langue. Oui. Bonjour. S'il vous plaît, merci, au revoir. Merci, voilà, ouais. c'est ça. Tu leur dis juste ça. Alors, quand tu le dis avec trop d'aplomb, le mec il te répond tout le reste dans sa langue. Tu fais non, mais en fait j'ai appris que ça. C'est bon, t'énerves pas. English, non English. C'est ça. Mais tu apprends juste 4 mots. Tu vois, quand j'étais allé en Crète, bah tu te redis comment on dit bonjour, merci, s'il vous plaît, Calimera, au revoir. c'est ça, hein? Ouais, t'as Calimera, Efcaristo, c'est merci. Paracalo, je crois que c'est s'il vous plaît. Va falloir que je m'y remette parce qu'on va y retourner là avec la famille cool. en vacances là, ouais. Enfin, Inch'Allah. Ça va se faire, Mais voilà, c'est un minimum, tu vois. C'est un minimum. Tu leur dis dans leur langue, et parce que moi je trouve que quand on voit des étrangers qui viennent chez nous, même un anglais où tu comprends tout de suite qu'il est anglais mais qui te dit s'il vous plaît avec son accent autre, bah c'est réglé, tu veux l'aider en fait. Bah oui. Donc ça marche pareil dans l'autre sens. Tu laisses pas les gens dans la galère en vrai. Mais par contre, c'est vrai que tu vas rester dans la galère si t'arrives, tu dis oui. Ouais, c'est où là? Oui, c'est ça. Ouais. Allez, vas-y, bouge. Tu sais que ça, j'ai déjà vu en voyage, pas moto, mais sac à dos l'autre bout du monde, avec toujours une vieille qui agressait parce que le gars, il parlait pas sa langue, alors que ouais, t'étais peut-être en Thaïlande, tu vois. Qui dit, mais à quel moment tu veux qu'il parle français, quoi? Comment ça? Tous les gens parlent pas français? Puis énervé. La grecque, ça va pas du tout, ça. Non, mais voilà, c'est pour ça que la langue, pour moi, c'est. Faut pas que ce soit une barrière. Non. Ça peut être un stress, mais le gars qui y va et qui y va avec les techniques qu'on vient de dire, il va se rendre compte en 2-3 jours que tout va passer. Et puis tu trouves toujours partout un mec qui va parler en français parce qu'il a un cousin qui a fait ses études en France ou je sais pas quoi. Ça, à chaque fois, ça arrive où t'as un mec improbable qui veut retravailler son français avec toi parce que ça fait 10 ans qu'il l'a pas parlé. Comme par hasard, tu sais, tu tombes sur le seul mec. Ça, ouais. Et n'importe où dans le monde, ça m'arrive à chaque fois. Ouais. Même au Laos, il parlait français beaucoup avant, en deuxième langue, mais bon, bref. Enfin voilà, tu vois, c'est. Pour faire des road trips, quelle est selon toi la meilleure moto? Alors, je pars du principe que la meilleure moto, c'est celle qui dort dans le garage. Donc c'est la tienne, c'est celle que tu as déjà. Ah ok. Ça, c'est qui t'attend pour partir, qui attend que ça. Celle qui t'attend, celle pour laquelle tu as eu déjà le coup de cœur. Je pense que moi j'ai fait des road trips par exemple avec une Diavel Carbone qui est pas du tout commode pour voyager, qui est assez dure, on va dire. Les suspensions, c'est vraiment. J'avoue, tu peux avoir la tête qui la journée était comme ça, quoi. Mais ça reste un beau voyage. Ouais. Après, je pense que la meilleure moto pour voyager aujourd'hui, c'est plutôt un trail, parce que je vieillis aussi. Et parce que t'encaisses plus les kilomètres, pareil. Maintenant, j'ai des problèmes de dos aussi, donc... Sachant que quand on dit trail, il y a beaucoup de gens qui, surtout avec ma chaîne, comme j'ai fait un peu de tout-terrain, qui vont penser trail off-road, mais en fait, il existe les trails routiers aussi, qui te donnent un confort et une protection au vent et tout ce qui va bien, mais qui n'est juste pas le plus adapté pour les chemins, mais voilà, il y a les deux segments qui existent. Tu parlais tout à l'heure de la Multistrada, par exemple. La Multistrada, même si elle est tout à fait apte à faire du tout-terrain, mais je la mettrais plus en trail routier, et en face, la Ducati Desertix qu'ils ont sorti, qui, elle, est carrément...
faite pour le tout-terrain, mais qui peut aussi faire de la route. Fait les deux. Voilà, qui fait les deux, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le trail est plus confort. En vrai, le trail aujourd'hui, maintenant que j'ai découvert le trail, parce qu'en fait, moi je pensais jamais un jour monter sur un trail. À cause de ma taille. Ouais. Parce que 1m58, quand tu as la moto qui t'arrive au-dessus de la taille, bon bah déjà il faut lever la jambe, et puis bah après le moindre trou, dès que tu dois poser en fait la jambe pour t'arrêter, bah c'est sujet à ce que tu sois je suis en équilibre, en lévitation. Mais honnêtement, le trail pour voyager, c'est super. Maintenant que j'ai trouvé toutes les astuces que j'ai données avant, les bottes compensées, etc. Et puis comme disait quelqu'un aussi il y a pas longtemps dans une vidéo, je sais pas si c'est pas Trail Adventure Magazine ou je sais plus, les motos ont tellement évolué qu'aujourd'hui un trail, ou c'est peut-être quelqu'un qui était interviewé là, a les freins qui vont bien, les suspensions qui vont bien, les moteurs, tu as des trails à 150 chevaux, enfin voilà. Donc en gros, est-ce que vraiment, si tu cherches à voyager, est-ce que vraiment tu as besoin d'une sportive pour avoir tes sensations, mais ton confort et éventuellement ce qu'ils appellent la dual sport, là où tu peux partir dans les chemins en même temps, bah tu l'as aussi. Bah ouais, tu as tout ce qu'il faut. Mais en gros, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu as 2 roues et un moteur, je veux dire, tu peux partir sur une mobilette. Tu sais que c'est notre chaîne YouTube, ça. mais tu vas voyager moins vite, certes. Tu vas peut-être emporter un peu moins de bagages parce que voilà, peut-être le moteur, il va tirer un peu plus. Mais en soi, tu peux faire. Il y en a qui l'ont fait en scooter, en mobilette. Voilà, tu passes partout, quoi. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, il y a pas partage aussi celle-là. Il n'y a pas de moto idéale, mais il y a celle que tu aimes. Et en fait, il y a la moto. C'est celle sur laquelle tu es bien. Ouais. Et puis il faut aller essayer, souvent c'est ce que je leur dis. Et puis déjà, je leur dis, tu sais, moi je suis pas mat aventure, j'en ai pas essayé 350, tu vois, différentes. Et je dis, mais va essayer en fait. Alors il y en a une que j'ai notée il y a pas longtemps, là, que je vais reposer à tout le monde. Tu sais, je vais me faire un petit peu un schéma de questions pour tout le monde. Quelques anecdotes de tes voyages. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est le plus fun et on aime bien entendre, tu sais, les petites anecdotes croustillantes. Alors qu'est-ce que t'en as? Une sympa en fait, quand j'allais au Cap Nord en fait. Une des premières fois où je vois les rennes, parce que nous on voit les rennes, pour moi c'est le Père Noël quoi. J'avais jamais vu des rennes de toute ma vie. Et là je vois des rennes, je vois tout un troupeau de rennes. J'étais au bord de la nationale, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Il y avait une petite portion de route, on va dire pour les urgences. Je dis je m'arrête sur les cailloux, tac, et je me pose et je regarde les rennes, quoi, avec plein de voitures qui passaient, parce que route nationale. J'entends quelqu'un qui parle fort et tout. Je me retourne. Il y avait quelqu'un de l'autre côté de la route, un motard qui s'était arrêté, qui me parlait en norvégien. Ok. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et puis je sentais qu'il dit mais je sais pas. Je sentais, j'ai dit oui. Tu dois penser que je veux de l'aide. Donc j'ai dit non, c'est bien, moi tout, c'est bien. Plonger, enfin, je fais un peu de plongée aussi. Ça va, j'ai essayé tous les signes. Non, ça va, ok. Non, mais ok, bien. Et continuer à me baragouiner et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui me fait chier celui-là? Et moi, j'étais là pour admirer les rennes, ils vont peut-être se barrer et tout. J'aurais pas apprécié le moment. Je regarde un peu les rennes et tout. Puis il continue à me baragouiner. Mais j'ai eu l'idée de lui dire, la langue des signes, de lui dire, non, mais moi, je regarde les rennes. Et là, je le vois, il part, il était pas content, il m'engueule. Et il repart à toute balle. Mais je dis, mais pourquoi il s'est énervé? Je comprends pas, parce que moi, je fais juste que regarder des rennes. Et a posteriori, je me suis dit, mais c'est comme si moi, je regardais des vaches. Parce que je regarde un troupeau de vaches. Pour eux, les rennes, ils sont habitués, ils voient que ça. Ouais. Et c'est voilà, une petite anecdote sympa où tu te fais engueuler par un motard qui pense que tu as besoin d'assistance et qu'en fait, non, quoi. En fait, tu t'arrêtais juste pour les regarder. Je pensais qu'il allait te dire qu'ils allaient te charger ou un truc comme ça, tu vois, que c'était plutôt pour... en fait, c'est plutôt gentil, un renne. Enfin, de ceux que j'ai vus, mais je pense qu'ils sont à moitié... ils ont des colis, hein, donc c'est des troupeaux d'élevage, en fait, comme nos vaches, où en fait, tu peux t'approcher au bord de la route et ils viennent à côté de toi, mais ils chargent pas, ils sont habitués, en fait, à voir des voitures. Ouais. C'est comme nos vaches, quoi, en fait. Voilà, pour eux, c'est le quotidien. Et puis, de temps en temps, je pense qu'ils en tuent un ou deux pour faire du saucisson. Du saucisson de renne, comme nos vaches, quoi. J'avais vécu ça en Nouvelle-Zélande, où eux, c'est des élevages de biches. Donc toi, tu la vois sauvage, où c'est les chasseurs et tout ça. Et en fait, là, c'est des élevages, mais vraiment, tu t'arrêtes, tu fais, mais... Et en fait, c'est leurs vaches. Donc, mais toi, ça t'amuse, donc oui, tu regardes les vaches, en fait. Tu regardes les vaches, tu es un peu... je vois bien. Ça va pas, non, regarder les vaches. Quelle est ta routine de voyage? Parce que je pense que quand on part en voyage, au début et après quand on en a fait plusieurs, on n'a pas nos mêmes journées, mais quand on voyage seul en plus, je pense qu'on se met des routines. À telle heure je pars, je fais ça, à telle heure je m'arrête ou je prends à manger, enfin voilà, tu vois. Ouais, alors moi j'ai pas vraiment de routine. En fait, vraiment, je fais tout à l'arrache. C'est-à-dire que, mis à part le tracé que je fais, je fais vraiment tout à l'arrache. C'est-à-dire que des fois, je pars le matin, je me dis, je vais aller prendre mon café à une petite station-service et tout. En même temps que je fais le plein, finalement, je prends pas mon café. Je dis, je le prendrai plus tard parce que là, ça me plaît pas, j'ai plus envie de nature et tout. Ouais. Du coup, les heures passent et ça m'est déjà arrivé de prendre mon café à 4h l'après-midi. D'accord. Tu vois, et puis d'avoir mangé à 3h ou 4h l'après-midi.
Et donc ça veut dire que depuis le matin, où j'ai pas mangé grand-chose, jusqu'à 4h l'après-midi, en fait, des fois les journées sont un peu longues. Et tu dis, oh j'ai un peu faim, mais je m'arrêterai plus tard. Oui. Et puis plus tard, t'as pas l'occasion, tu dis, oh regarde, ça c'est beau, et puis tu pars, puis une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis à un moment donné, t'as quand même vraiment la faim. Bon, après, j'ai toujours 2-3 barres de céréales au cas où, tu vois. D'accord. Mais en soi, je prévois rien. Et le matin, je me réveille quand je me réveille, c'est-à-dire que je pars du principe, la fatigue, il te faut des heures de sommeil. Si tu dors mal la nuit, comme ça m'est déjà arrivé, que tu es en tente, parce que le matin, quand tu te réveilles, que tu es comme ça, et que tu as les yeux comme ça, et tu dis, j'ai froid, je me mets en route. C'est plus long, hein. Voilà, des fois, tu te dis, à 6h du matin ou 5h du matin, tu en as marre d'avoir froid, et tu te dis, bon, je bouge, je défais la tente, machin, et puis je me barre. Ouais. Ou je me lève à 9h, ou des fois même, ça m'arrive de partir pas avant 10h, parce que je suis fatiguée, et que j'en ai rien à faire, et puis si j'arrive... Autant moi je suis plutôt du soir, tu vois, donc je peux arriver très tard le soir, ça me gêne pas de rouler tard. Mais le matin, j'ai un peu de mal, quoi. Par exemple, sur un site, sur les îles Lofoten, par exemple, un jour j'étais vraiment crevée, il était 3h l'après-midi, vraiment un paysage magnifique, je monte en haut de la colline, avec tout mon accoutrement de motard, et puis en haut, j'ai un coup de barre, quoi. Je dis, maman, il faut que je rejoigne, il faut que j'aille faire un campement. J'avais pas de campement déjà de planifier, parce que moi je fais vraiment tout à l'arrache. C'est-à-dire le campement, c'est un peu... il est 19h, il faudrait peut-être que j'y pense quand même, tu vois. Et je dis, il faut que je trouve le campement. Mais je suis fatiguée et tout, puis tu le sens que tu es fatiguée. Je vais faire une petite sieste. Ouais. J'ai fait une petite sieste là-haut, j'ai bien senti qu'à un moment, il y avait des gens qui passaient un peu autour pour regarder. Ils disaient, mais c'est quoi, c'est une SDF, qu'est-ce qu'elle fait? On la réveille, on fait quoi? SDF des Lofoten, c'est classe quand même. Hein. C'est classe. Mais je me suis réveillée 2 heures après, et puis ça gêne qui? Et puis quand t'es seule, t'as cette liberté-là, en fait, de faire ce que tu veux au moment où tu veux. Et t'as besoin de pas te justifier vis-à-vis de personne. Ouais. T'as pas besoin de t'engueuler, à part avec toi-même, quand t'es pas d'accord. Tu dis, mais je le savais, que j'aurais dû emprunter cette route, mais t'as voulu faire comme tu voulais, t'as pris l'autre. Mais au final, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, et puis t'apprends à t'accepter. Et puis non, j'ai pas vraiment de routine, parce que on a suffisamment de routine en fait dans le quotidien. Oui. Et là, c'est voilà, j'ai envie, je fais, j'ai envie, je fais. T'as pas envie, tu veux pas y aller. T'avais prévu sur ton itinéraire, fallait que tu passes là et tout. Mais là, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Stop. Je passe devant, et puis c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Quel est le prochain voyage qui est programmé là, si t'en as un? Et justement, le prochain, c'est la Crète. Ah tiens. Voilà. J'ai commencé, c'est pas pour faire de la pub. Hein. Mais oui, j'ai regardé tes vidéos, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Alors moi, je ferais pas autant de off-road que ce que toi t'as pu faire, parce que c'est pas forcément mon kiff. Puis moi, j'aimerais bien voir peut-être plus d'attractions touristiques. En fait, c'est super riche. Oui. Et puis les paysages ont l'air vraiment magnifiques, donc. Ouais, c'est clair. Et puis tu dois pouvoir trouver des passages en off-road qui sont vraiment très faciles, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits retranchés où les gars passent avec les 4x4 pour aller chercher les moutons et compagnie. Ouais. Donc, même si c'est un 4x4, ils peuvent pas non plus se faire secouer de l'espace, tu vois. C'est pas de la piste hard. Oui, c'est ça. Donc c'est tu du peux chemin. trouver ça, du chemin. Il y a pas mal de chemins où ça roulait bien, quoi. Et t'accèdes quand même à des endroits magnifiques, quoi. Donc la Crète, c'est bien ça. La Crète, c'est le futur. Après, plus éloigné, et mon rêve, mon vrai kiff, ça serait de faire l'Amérique du Sud. En entier ou... Ouais, mon rêve, ça serait de faire vraiment le tour de l'Amérique du Sud. Ok. Parce que j'ai étudié ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Et c'est mon kiff, ça serait vraiment mon kiff d'aller voir les temples incas, les temples aztèques, de faire toute la partie Argentine, Bolivie, Chili, etc. Ouais. Et puis parce que j'ai vu plein de films là-dessus, en fait, et ça a l'air trop sauvage. Et... Puis les gens sont gentils. Oui, moi j'ai fait que l'Argentine, mais on l'a fait en entier. Bon, c'était pas à moto, et je bavais à chaque fois que je voyais des groupes qui passaient. Tu dis, j'aimerais bien. Ouais. Et puis en plus, il y a des routes où tu vivrais mieux le côté chemin un peu abîmé plutôt que la voiture de location qui est en mode j'en peux plus. Mais c'était génial, les gens sont sympas, c'est beau, c'est varié, tu manges bien. C'est cool. Ça serait, je pense que c'est comprendre. mon vrai futur rêve, mais là il faut partir au moins, je pense, 7 mois ou je sais pas, 6-7 mois, quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes en off ton boulot. Ouais. Ou alors que tu deviennes riche très vite. Oui, ça aide, mais c'est plus compliqué. Je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Il n'y a pas de tuto, enfin, si, mais ils vont te vendre une formation à 500 balles. Voilà, c'est ça. C'est eux que tu vas rendre riche. C'est ça en fait. Donc je vais déjà te remercier, toi, d'être venu, d'avoir accepté merci de m'avoir invité. de venir pour nous partager ton expérience, qui je pense sera très utile pour les apprentis voyageurs ou même ceux qui ont l'habitude de voyager, parce qu'il y a toujours des astuces. Avec plaisir. Et puis tiens, j'en profite, parce que j'y pense là, je voudrais remercier Fred,
parce que c'est Fred qui nous a mis en contact. Yes. Donc un abonné qui a insisté. abonné Et c'est toi pas et le à moi. seul. 2 autres personnes m'ont écrit, D'accord. m'ont dit que ça serait intéressant que tu viennes. Et du coup, Fred a mis le coup en disant voilà le mail, tu lui écris de ma part et tout. Et donc j'ai dit bon allez feu. Et voilà, donc je tiens à le remercier parce que sinon on se serait pas rencontrés. Et c'est vrai. une jolie rencontre. Oui. Et puis tous ceux qui nous regardent, voilà, abonnez-vous, voilà, achetez des tasses, regarde. Elles sont en précommandage. Je sais pas si elles le seront encore d'ici que ça sorte, beau. mais on les retrouvera. Si, c'est beau, achetez. Tu vends très très bien, dis donc. Oui, mais c'est un peu mon job en même temps. Ah, c'est vrai, d'accord. Voilà. Bon, on va discuter business alors. Acheter, je sais pas, tu fais les casquettes, non? Qu'est-ce que tu Les fais? casquettes, derrière toi, il y en a une T'as même là-haut. pas la casquette? Non, parce qu'on m'a offert celle-là il y a pas longtemps. Attends, je sais pas c'est de quel côté c'est écrit, Greg, là ou là? Ah oui, Ils m'ont fait une écrit, mais casquette, c'est pas ta c'est un casquette. cadeau. Attends, il nous faut le top modèle là, qui porte Ouais, la casquette. ouais, pour le Donne moment, la casquette. On va mettre l'autre. Non, elles seront sur la boutique, ouais, je vais les relancer, mais je vais faire d'autres trucs, je vais essayer de réfléchir à dynamiser, parce que c'est rigolo, ça fait ça fait de l'échange, quoi. Voilà, lancez-vous, faites du road trip, éclatez-vous, et puis si vous y arrivez à faire votre petit road trip, mettez un petit commentaire là en dessous, ça nous fera plaisir, une vraie voir si on a réussi quand même à vous pousser. Hein, allez les filles, allez les garçons, on y va maintenant là, c'est parti. Merci. Merci Greg, Allez, ciao. à bientôt.